La série 9 de Marc Lévy. Bonsoir. Bonsoir. On est content de vous retrouver sur le plateau du MAG. Merci de m'inviter. L'écrivain français qui vend le plus de livres dans le monde. C'est comme ça toujours qu'on vous présente. Bon, c'est un fait. C'est pas ce qu'il y a de pire en même temps, mais bon, je ne vais pas m'en plaindre. Hein. Plus de 50 millions de livres écoulés, votre dernière saga fonctionne à merveille. Il y a quelques mois, vous étiez venu ici même pour nous parler de C'est arrivé la nuit, accessoirement un des plus gros succès de 2020. Vous voici donc avec le tome 2, Le crépuscule des fauves. C'est un peu comme une nouvelle saison du Bureau des légendes. On attend toujours un petit peu avec impatience ce qui va se passer pour les héros. Et le pire, c'est que ça devient de plus en plus addictif pour les lecteurs. Est-ce que vous aussi, vous êtes un peu accro à vos personnages? Ah bah oui. Oui, c'est eux qui m'entraînent. Oui, bien sûr. Plus on avance dans une histoire et plus on est en fusion avec les personnages, plus ils se dessinent, plus ils prennent vie. Moi, je vis complètement avec eux. Ah oui, mais c'est speed quand même avec eux. Hein. Je veux dire que ça n'est pas de tourpeau et que l'hiver a été assez chargé et qu'il ne me laisse pas une nuit de repos. Mais d'ailleurs, je me relève la nuit parce que... Enfin, je ne vais pas dire qu'ils m'appellent, hein, mais oui, ça m'arrive très souvent d'être obligé de me relever la nuit parce que... Une idée, il faut y aller. Oui, mais c'est presque plus qu'une idée, en fait. C'est... en fait, comme... Ce qui est particulier dans cette histoire... Enfin, quand on écrit ce genre d'histoire, et c'est peut-être aussi... proche de ce que vivent les scénaristes de séries, c'est que l'histoire, elle avance avec 8 personnages. Donc, il n'y a jamais de répit, parce que quand il y en a un qui, je dirais, s'il y en a un qui est un peu en retrait, il y en a un autre qui arrive, il y en a un troisième, et puis il y a les interactions entre eux, il y a leurs histoires de vie personnelle, et évidemment, donc, il m'arrive de me coucher, et j'ai laissé tel personnage... soit au début d'une action, soit j'allais dire, en train de dîner avec un autre. Et à 3h du matin, je me réveille en me disant « Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Comment s'est passée la soirée ?» Et donc, il faut que j'y aille. C'est comme si vous aviez une famille nombreuse, en fait, avec des enfants qui vous sollicitent, quoi. Des enfants turbulents. Ils font pas leur nuit. Pour une question de génération, si je pouvais dire des frères et sœurs, j'aimerais mieux. Juste pour une question d'ego, vous voyez. Mais disons, oui, ou des cousins, ou voir simplement une bande d'amis, plutôt. Parce que c'est comme ça que je le vis, c'est une bande Et ils existent, ces gens-là. Il faut rappeler à ceux qui Alors attendez, une bande on retrouve de hackers. des hackers, donc des pirates informatiques. Il y a Vital Malik. On ne peut pas dire grand-chose parce que sinon on dévoile très vite et on divulgage. Cordelia, comme disent nos amis. Cordelia, Diego et Caterina. Voilà, et Caterina, Matteo. Ils se retrouvent, cette fois dans le tome 2, rendez-vous est pris à Kiev, dans un vieux manoir. L'objectif, c'est toujours de faire tomber ces fameux fauves. Et ils vont nous entraîner dans des voyages à travers la planète, etc. Ça, c'est pour replanter le Il faut décor. dire qui sont les fauves. Alors, les fauves, dites-nous les fauves. Les fauves, ils sont méchants. Ah oui. Ils existent quand même. Ils sont capitalistes. C'est là où moi je suis pas trop Marc Lévy, mais il a choisi les pires capitalistes du monde. Non, mais là, c'est plus du capitalisme, là, c'est de la... C'est de la prédation. Oui, non, mais les fauves, ce sont des prédateurs, ce sont des gens qui sont ancrés dans la réalité et qui disposent de moyens extrêmement importants, enfin de moyens incommensurables, et qui, avec ces moyens, corrompent les démocraties. En fait, ce sont des milliardaires, des ultra-milliardaires, mais qui ne sont pas coupables d'être milliardaires, qui sont coupables d'user de leur fortune pour après s'être acheté des pans entiers de l'économie, vouloir s'acheter des pays en s'attaquant à la démocratie et donc en créant la division entre les populations, en créant la haine de l'autre. Et c'est là que le roman est très ancré dans la réalité. Alors il y a quelques personnes, il y a des noms. Oui, alors par exemple, de la réalité, les fauves sont les héritiers d'empires immobiliers, financiers, industriels ou médiatiques. Ils exploitent la détresse des populations les plus démunies comme des vautours. Et un peu plus loin, vous dites que c'est sous la présidence de Trump, donc que vous citez nommément. On a dit que l'économie avait flambé. Wall Street a enregistré effectivement des profits records. Mais pendant les 4 années de son mandat, la moitié de la population américaine gagnait moins de $15 de l'heure. Et un enfant américain sur 4 ne mange pas à sa faim. Mais c'est pas de la faute de Trump. On va pas faire de politique. Mais comment vous dire, le premier jour de son mandat, l'administration de Trump a offert 1,3 trilliard de dollars d'allègements fiscaux aux 1% les plus riches des États-Unis. Si vous voulez pousser le cynisme, ils ont défiscalisé le carburant des jets privés. Il faut aller loin quand même. Et en même temps, les mêmes estime que l'Amérique ne peut pas se permettre de faire monter le salaire minimum de $7 par heure aux États-Unis. Le travailleur américain est payé $7 de l'heure,
à 15 $ de l'heure. Et c'est pas un discours politique que je suis en train de vous tenir, de style, oui, opposition, gauche, droite. C'est simplement une réalité. Mais ce que raconte le roman, c'est pas ça. Ce que raconte le roman, c'est comment... C'est la lutte de ces pirates informatiques pour faire tomber. Pour faire tomber, par exemple, des gens comme Murdoch. Alors, il s'appelle Berdoc dans le roman. Oui, on connaît un peu à qui vous faites allusion à chaque Mais fois. si vous voulez, l'usage de la fortune du clan Murdoch et l'influence de Murdoch sur la population américaine, il y a un lien, et ça je le dis haut et fort, je pourrais aller en justice s'il m'attaquait pour diffamation. Le fils de Murdoch, Lachlan Murdoch, est directement responsable de ce qui s'est passé au Capitole le 6 janvier. La chaîne de désinformation Fox a des moyens, des moyens économiques considérables et, depuis 4 ans, n'a cessé que de proférer des mensonges. Les 3 présentateurs principaux de la chaîne Fox, après l'élection de Biden, de 19h à 22h, la chaîne Fox répétait en boucle à plus de la moitié de la population américaine que les élections étaient truquées. Vous vous rendez compte, hein? Et je rappelle quand même pour les téléspectateurs que vous vivez aux États-Unis, donc J'ai la vous double observez, vous nationalité, je suis êtes très bien placé. franco-américain et donc je parle de ça parce que j'ai vécu là-bas. Donc ce que je raconte dans ce roman, c'est que en fait c'est la face cachée de l'iceberg, c'est comment ces hackers en entrant en possession de documents parce qu'ils savent comment aller les chercher, comment aller les trouver, reconstituent un vrai projet qui est mené par des oligarches très puissants qui propulsent la fausse information. Alors des exemples, il y en a plein. Vous avez. Il y a Cambridge Analytica. Mais il y a l'histoire des frères Koch qui est absolument phénoménale. Pourquoi est-ce qu'aux États-Unis la population doute autant du réchauffement climatique? Parce que, notamment, 2 milliardaires américains, enfin 2 frères, il y en a un qui est mort maintenant, mais 2 milliardaires américains qui sont des puissances financières incroyables, sont des charbonniers et des pétroliers, ont acheté la quasi-totalité des quotidiens locaux aux États-Unis. Donc ils ont acheté, c'est au fur et à mesure, donc, plus de 350 journaux locaux. Et puis ils ont acheté des chaînes de télévision locales. Et puis ensuite, ils ont investi énormément d'argent dans les caisses du Parti républicain. Ils ont poussé la candidature de Trump. Quand dans votre journal local et quand à la télévision locale, qui est celle que vous regardez aux États-Unis, tous les jours, on vous dit que le réchauffement climatique, c'est pas vrai, que les scientifiques, c'est pas vrai, que tout ça, c'est un discours écolo, gaucho, machin, etc. Vous finissez par y croire. Et vous y croyez. Et ce qui est incroyable, surtout le journal, parce qu'on dit toujours aux gens de se méfier de ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, etc. Mais quand c'est marqué dans le journal Canard a du bonne Coin, presse pour le coup, oui, comparativement. et ces journaux-là aux États-Unis, ça fait partie du quotidien. On l'achète vraiment avec le café le matin, quoi. Oui. Et les mêmes frères, quand je parle du pouvoir d'influence des fauves, il y a une grande ville américaine où le conseil municipal, la région et l'État, et la région votent le financement d'un réseau de transport en commun pour la grande ville, c'est-à-dire des tramways. Le pire, c'est que vous dites que Facebook ne fait pas mieux, quoi. Les frères Koch ont dépensé des dizaines de millions de dollars pour faire interrompre ce projet et ils ont eu gain de cause. Ils ont réussi à faire chuter le projet. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient absolument pas que les gens arrêtent de consommer de l'essence. Et que si cette ville développait ce réseau de transport en commun, eh bien, ça pouvait faire exemple. Donc voilà, c'est ça le pouvoir des fauves. Olivier? Oui, non, il y a la presse locale, il y a la télé, et il y a aussi les réseaux sociaux. Parce que Facebook, c'est aussi, fait partie, enfin, Mark Zuckerberg fait partie de ces fauves. Et vous le dites plusieurs fois, vous l'écrivez, et vous l'avez répété, il y a eu beaucoup de gens s'informent à travers Facebook. Et Facebook a un algorithme qui vous abonde de fake news, de nouvelles, et qui sont fabriquées. Oui, la fortune de Mark Zuckerberg, 100 milliards de dollars aujourd'hui, je le rappelle, s'est construite à partir d'une marchandise, et cette marchandise, c'est l'être humain. Alors on parle de proxénétisme quand il s'agit du corps, on n'a absolument pas aujourd'hui légiféré sur le nom à donner quand quelqu'un fait commerce de votre vie privée, mais c'est le cas. Facebook est une entreprise criminelle et qui est d'ailleurs impliquée dans de nombreux crimes. C'est pas, je dis pas ça, d'un point de vue. Mais vous radicalisez, Marc Lévy? Non, je pense pas qu'il. Non, justement, en fait, aujourd'hui, il y a des gens qui viennent à longueur de journée sur les plateaux de télévision pour donner une opinion. Moi, je ne donne pas d'opinion, je ne prends pas parti, je raconte. Et après, vous en tirez vos propres conclusions. Entre le premier tome et le deuxième tome, je raconte comment Facebook
a collecté des données, a revendu ces données, a revendu les données. D'abord, contrairement à ce qu'on croit, nos données personnelles, elles sont agglomérées. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que ces cookies, c'est un nom très joli, cookie quand même, pour quelque chose qui vous surveille toute la journée. Et parce que si vous changez le nom tout à coup sur Internet, enlevez le nom de cookie et appelez ça par son vrai nom, espion. Vous allez voir que notre réaction par rapport aux cookies ne va pas du tout être la même. On les formate bien, nos cerveaux, quand même. Oui, oui. Non, mais c'est génial d'avoir appelé ça un cookie. Vous voyez, c'est un cookie. C'est un petit gâteau, je t'ai mis dans ton bon. C'est une douceur. Mais non, c'est pas une douceur, c'est un espion. C'est-à-dire, c'est un espion qui t'espionne. Bon, bref. On croit qu'en fait, nos poussières de données, elles sont dispersées comme ça. Or, en fait, il faut que vous sachiez qu'il y a des entreprises, il y a un certain nombre d'entreprises qui génèrent des centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires par an pour agglomérer toutes vos données et reconstituer votre profil. Donc en fait, il ne faut pas imaginer que quand vous acceptez un cookie sur le site d'un journal, sur le site vous voyez, sur n'importe quel site où vous vous rendez... C'est pas innocent. Non. Vos données, elles ont votre signature. Et vous avez ensuite des entreprises qui balayent tous les sites sur lesquels les gens se rendent. Et si vous, par exemple, votre signature, c'est, je vous dis n'importe quoi, vous êtes le numéro 221, tout ce qui est numéro 221, c'est aggloméré. Et au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois que vous passez sur Internet, votre profil psychologique est établi. On arrive à avoir près de 80 000 points d'information sur vous. Et à partir de là, on sait vous manipuler mieux que vos enfants n'y arriveront jamais. Et pourtant, c'est vous dire. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors dans le roman, je raconte comment à un moment donné, Zuckerberg et Facebook prend la décision, pour des raisons financières, de vendre les données de 55 millions d'utilisateurs à une entreprise de manipulation politique. C'est Cambridge Analytica. C'est Cambridge Analytica. C'est ce scandale-là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de ce crime. Enfin, c'est pas qu'ils ont vendu 55 millions de données à une entreprise qui fabrique du dentifrice. Vous voyez, où vous pourriez vous dire, bon, c'est moche les gars, mais... Ouais. Bon, là, ils le vendent sciemment à une entreprise de campagne électorale. Mais alors d'ailleurs, c'est quoi la fin? C'est pas une entreprise ça de campagne. Ça va être utilisé dans des campagnes électorales. C'est une entreprise de manipulation politique. C'est pas du tout pareil. C'est quoi la fin de l'histoire? Parce que je me souviens d'avoir vu Mark Zuckerberg qui répondait aux questions des Américains, des parlementaires américains. C'est ça, il était questionné. Oui, comme d'habitude, il est arrivé avec son sourire angélique. Il a dit non, je suis désolé, on n'aurait pas dû. Vraiment, on n'aurait pas dû. Et c'est fini. Et puis c'était fini. Marc Lévy, moi je découvre à travers ces deux ouvrages un nouveau Marc Lévy. Oui. Il va dire que c'est pas nouveau. J'avais évolué dans un bouquin, etc. Mais je me souviens d'interventions à la télé de Marc Lévy il y a 10 ans. C'était pas le même. Je vous trouve plus et heureusement pour nous, et tant mieux d'ailleurs, plus engagé. J'ai toujours été engagé. Je me suis engagé à la Croix-Rouge à 18 ans. Donc, vous voyez, j'ai pas attendu d'être écrivain pour m'engager. Et toute ma vie a été un engagement. C'est une histoire familiale, hein, si on rappelle que les enfants de la liberté, oui. Mais votre père a été un résistant. Mon père en faisait partie. Évidemment, dans votre parcours, j'imagine. Oui, mais ça compte dans mon éducation. Je veux dire, vous voyez, enfin bon, Il vous a fait lire Les raisins de la colère, par exemple, quand vous étiez très jeune. Oui. Et ça a complètement décidé du cours de ma vie. Il m'a emmené voir Pain et chocolat, et en sortant de ce film, il m'a posé une question, et c'est pour ça que je suis rentré à la Croix-Rouge. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours été... Mon premier roman est une... Si vous saviez le nombre de comédies que j'ai écrites sur la différence, ou sur la perception qu'on a de l'autre. Quand j'ai écrit Une fille comme elle, c'est une comédie, mais c'est une comédie dont l'héroïne principale vit dans un fauteuil roulant. Et quand j'ai écrit ce roman parce que la question du handicap, elle est au cœur de ma vie depuis que j'ai eu 18 ans, parce que quand vous rentrez à la Croix-Rouge à 18 ans, le handicap, vous le côtoyez tous les jours. D'ailleurs, je vais rendre un hommage à une association que j'aime beaucoup, qui s'appelle Média Handicap. Mais vous voyez, donc, là... Dans ce roman, la situation, je vais vous dire ce qui a changé malheureusement au cours des 10 dernières années. Je vais vous dire, enfin moi j'ai changé parce que j'ai vieilli, comme tout le monde, mais je pense qu'il y a 10 ans, nos démocraties n'étaient pas en danger. Et je pense aujourd'hui, comme pensaient un certain nombre de jeunes Allemands et de moins jeunes Allemands au début des années 30, qui parlait vous voyez, qui présageait de ce qui allait se passer et qui essayait, vous voyez, de lancer des cris d'alerte. Et
En France, nous, on était sur le Front populaire et on vivait exactement le contraire. On se disait, mais non, tout va bien, regardez, les peuples, machin. Et puis vous aviez des Allemands qui disaient, non, non, je vous assure, il y a le feu dans la France. Pour vous, la démocratie est en danger aujourd'hui? Pour moi, la démocratie est plus en danger que jamais. Et vous dites Et qu'aux s'il y a États-Unis, pas- on est dans une situation pré-fasciste. Vous le dites. Oui, je le dis. Voilà, oui. vous le dites, ça veut dire que vous allez rester aux États-Unis ou vous allez à un Mais moment bien sûr donné que je vais rester faire aux- comme Stéphane Zweig, vous barrer de ce Non, continent parce qui est que- vérolé? Non, parce que d'abord la cause n'est pas perdue, et puis parce qu'ensuite il faut au contraire mener le combat. Il ne faut pas mener le combat avec des armes, il faut mener le combat aujourd'hui avec de l'information, en écrivant des romans qui sont lus. Il faut mener le combat en parlant, en ouvrant le débat. À chaque fois que c'est drôle parce qu'à chaque fois que j'exprime cela depuis le début de la sortie de la publication de ce livre, je reçois toujours, vous savez, 3 ou 4 messages de gens qui, vous voyez, qui sont dans l'adoration de Trump. Et c'est incroyable, je suis toujours frappé par la virulence de ces messages. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat. Vous voyez, il y a... Vous leur répondez? Oui, mais non, pas toujours. Mais quand je leur réponds jamais dans la colère. Je leur réponds dans le factuel. Ce qui m'intéresse, c'est pas comment vous dire, c'est pas l'argument émotionnel, c'est simplement d'être factuel et de laisser les gens réfléchir, vous voyez, et se poser la question. Trump a fait toute sa campagne sur la haine de l'autre. Bon. Donc l'Amérique, pour montrer, parce que comment est-ce qu'une dictature s'installe, hein, et ça, toutes les dictatures du monde se sont installées de la même Elle s'installe façon. sans bruit, disait... Elle s'installe sans bruit, mais elle Orwell. s'installe par d'abord l'instauration d'un ennemi du peuple. Il faut désigner un ennemi du peuple. Pour les nazis, c'était les juifs. Pour Trump, ça a été la presse et les Mexicains. Allez savoir pourquoi, c'est eux. Bon. Donc on a dépensé des milliards de dollars pour construire un mur à travers le désert, qui est complètement stupide, parce qu'en plus, il ne va pas d'un bout à l'autre. Donc, vous voyez, c'est bon. Comme si Il vous est disiez, contournable. je vais construire une baignoire, mais je vais faire que 2 côtés à la baignoire. Bref. Non, mais ça revient à peu près au même. C'est le truc qui n'a pas été assez dit Mais dans la c'est presse. pas grave, parce que c'était le symbole. Il a dit, je vais construire mon mur, j'ai construit mon Le mur. symbole, c'était je vais construire un mur parce que la menace de l'Amérique, hein, c'est le Mexicain. Bon. 500 000 morts du Covid. C'est pas les Mexicains qui ont tué les 500 000 Américains. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, il y a un déficit chronique d'hôpitaux, parce que la santé n'est pas accessible aux plus démunis, parce qu'il n'y a pas de personnel soignant, parce qu'il n'y avait pas d'aspirateur, dans les hôpitaux. Je peux vous dire que... Il n'y avait pas de chômage partiel non plus, les gens étaient obligés d'aller travailler. Voilà, je peux vous dire que si une partie de l'argent qui avait été investi dans le mur avait été investi dans les infrastructures du pays, dans les écoles, dans les hôpitaux, l'Amérique ne serait pas là où elle en est aujourd'hui. Donc, voilà, c'est un roman... Alors, c'est un roman qui est aussi passionné. J'ai J'ai pas dit passionnant, ça serait prétentieux, mais il est passionné, passionnant, oui. les personnages sont passionnants et attachants également. C'est paritaire en plus, c'est appréciable. On rappelle qu'on est, c'est la journée du droit internationale des droits de la femme, et c'est important de le rappeler parce que vos personnages, eux, il n'y a pas de problème. Femmes, hommes, ils font le même boulot, mêmes compétences, ils ont exactement les mêmes. Ils n'ont pas de salaire. Ils n'ont pas de salaire, c'est pour ça. Mais après, ils peuvent récupérer gros et surtout redistribuer. C'est important. Oui, oui.